À première vue, beaucoup pourraient dissocier le Front Polisario des groupes terroristes opérant au Sahel. Mais lorsqu'on observe de plus près l'histoire de sa création, son financement, sa structuration militaire et surtout son rôle géopolitique, les connexions deviennent beaucoup plus profondes qu'on ne l'imagine. Le Front Polisario n'a pas été directement créé par l'Algérie en mai 1973. À ses débuts, entre 1973 et 1974, le mouvement était un simple mouvement politique. Ses premières armes légères et ses premiers financements provenaient surtout de la Libye de Mouammar Kadhafi, qui cherchait alors à déstabiliser l'Espagne et le Maroc. Mais très rapidement, à partir de 1975, l'Algérie a participé activement à radicaliser le mouvement, en devient son parrain absolu, son protecteur stratégique et son principal soutien militaire, diplomatique et logistique. Et pour comprendre pourquoi Alger change brutalement de posture à cette période, il faut remonter bien avant la question du Sahara occidental. Avant même l'indépendance algérienne, le Maroc avait largement soutenu la lutte indépendantiste algérienne. Financement, armes, formation militaire. Un accord existait même entre le roi Mohamed V et Ferhat Abbas, alors président du gouvernement provisoire de la République algérienne. L'accord du 6 juillet 1961 prévoyait précisément qu'après l'indépendance de l'Algérie, les territoires annexés par la France coloniale, notamment Tindouf et Colombéchar, pourraient faire l'objet d'une restitution ou d'une renégociation. Mais après l'indépendance de 1962, le gouvernement d'Ahmed Ben Bella refuse finalement de respecter cet engagement, au nom du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Cette rupture provoque une montée des tensions qui débouche sur la guerre des Sables en octobre 1963 entre le Maroc et l'Algérie. Et ce conflit marque profondément les dirigeants militaires algériens. La jeune armée algérienne, sortie à peine de la guerre de décolonisation et traversée par des luttes internes, subit de lourdes difficultés face à une armée marocaine mieux structurée et mieux équipée. Pour Ouari Boumedienne et le haut commandement algérien, cette guerre crée un traumatisme durable. À partir de ce moment, le Maroc est perçu comme une menace stratégique permanente. Le pouvoir algérien développe alors une obsession géopolitique, empêcher l'émergence d'un Maroc dominant dans la région. Et cette peur est renforcée par la théorie du Grand Maroc, portée à l'époque par le parti Istiklal, qui revendiquait historiquement des territoires englobant la Mauritanie, une partie du Mali, le Sahara occidental et certaines régions de l'ouest algérien. Même si l'élite marocaine actuelle s'est éloignée de cette idéologie, Alger continue depuis cette période à considérer le Maroc comme un rival stratégique majeur. À cela s'ajoute un autre enjeu capital, l'accès à l'océan Atlantique. L'Algérie a toujours voulu disposer d'une ouverture stratégique indirecte vers l'Atlantique à travers un État sahraoui allié et dépendant d'elle. Et lorsque surviennent les accords de Madrid de 1975 entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, accords desquels l'Algérie est exclue, Alger comprend immédiatement le danger stratégique. Car si le Maroc absorbe totalement le Sahara occidental, cela renforcerait considérablement sa puissance régionale et couperait définitivement l'Algérie d'une influence atlantique. C'est donc à ce moment précis que le pouvoir militaire et son allié Boumedienne à la tête de l'Algérie décident de transformer le Front Polisario en véritable bras armé géopolitique de l'Algérie. D'un mouvement politique équipé d'armes légères, à partir de 1975, Alger fournit massivement armes, formation, financement, logistique et couverture diplomatique au Polisario. Ce soutien permet notamment au mouvement de mener une pression militaire intense contre la Mauritanie, jusqu'à pousser Nouakchott à abandonner la partie du territoire sahraoui qui lui avait été attribuée. Le Maroc profite alors du retrait mauritanien pour se déployer plus au sud. Et plusieurs chefs tribaux sahraouis se rendent ensuite au Maroc pour prêter allégeance à la monarchie marocaine. Mais surtout, il faut comprendre une chose essentielle. La République arabe sahraoui démocratique, la RAST, est une construction entièrement soutenue, entretenue, financée et protégée par l'Algérie. Les services secrets algériens ont assuré la logistique, la protection militaire, l'organisation territoriale et la diffusion internationale immédiate de la proclamation de la RAST. Et cette mécanique rappelle fortement un autre événement plus récent, la proclamation de l'indépendance de l'Azawad au nord du Mali. Nous y reviendrons. Car pour qu'un État existe politiquement, il doit être reconnu diplomatiquement. Et dès le départ, l'Algérie active tout son appareil diplomatique pour légitimer la RAST auprès des organisations internationales et pousser plusieurs États à reconnaître cette entité. Aujourd'hui encore, le Sahara occidental sous administration du Polisario ne fonctionne pratiquement qu'à travers le soutien algérien. Les ministères, le Parlement et la présidence de la RAST sont physiquement installés en Algérie, dans les camps de Tindouf, notamment à Rabouni. Pendant longtemps, les cadres du Polisario voyageaient avec des documents fournis directement par les autorités algériennes. Et sur la scène internationale, Alger continue systématiquement de présenter le Polisario comme un simple mouvement de libération nationale,
tout en utilisant son poids diplomatique pour empêcher toute tentative de classification du mouvement comme organisation terroriste ou criminelle. Pour nourrir cette mécanique géopolitique, l'Algérie instrumentalisait depuis des décennies les camps de réfugiés de Tindouf. Ces camps ne sont pas seulement des zones humanitaires. Ils sont devenus un outil stratégique au cœur du conflit du Sahara occidental, mais aussi du Sahel. Et un point est essentiel. Malgré toutes les initiatives internationales, l'Algérie refuse systématiquement qu'un véritable recensement indépendant soit mené dans ces camps. Pourquoi? Parce qu'un recensement réel permettrait de connaître le nombre exact de réfugiés, leur origine tribale, leur arbre généalogique et surtout d'identifier combien sont réellement des Sahraouis originaires du Sahara occidental. Le Maroc réclame depuis longtemps ce recensement sous supervision internationale et un retour de ces réfugiés dans leur localité d'origine après recensement. Mais Alger s'y oppose systématiquement. Car si une partie importante des populations quittait les camps pour retourner vivre dans les provinces sahariennes administrées par le Maroc, la base sociale et politique du Polisario s'effondrerait progressivement. L'Algérie a donc besoin du maintien permanent de ces camps. Officiellement, Alger avance des chiffres allant de 165 000 à plus de 173 000 réfugiés. Mais plusieurs estimations du HCR évoquent des chiffres beaucoup plus faibles, parfois autour de 90 000 personnes réellement identifiables. Et cet écart est stratégique. Parce que plus le nombre de réfugiés déclarés est élevé, plus les aides humanitaires internationales que reçoit Alger sont importantes. Nourriture, carburant, médicaments, financement, programmes logistiques. Les camps servent donc à la fois de vitrine politique, de levier diplomatique et de plateforme économique opaque. Plusieurs rapports indépendants, notamment ceux de l'Office européen de lutte antifraude, OLAF, ont d'ailleurs mis en lumière des détournements d'aides humanitaires dans les camps de Tindouf. Une partie des marchandises destinées aux réfugiés sont revendues sur les marchés parallèles du Sahel. Et c'est là que les connexions avec les groupes terroristes deviennent extrêmement troublantes. Car ces trafics alimentent indirectement les réseaux criminels actifs au nord du Mali et dans la bande sahélienne. Plusieurs rapports du HCR et de l'Institut international pour les études stratégiques alertent depuis des années sur l'absence de contrôle international effectif dans les camps de Tindouf, où l'Algérie et le Polisario exercent un contrôle total. Ce vide sécuritaire favorise la circulation d'armes, les trafics transfrontaliers, les formations paramilitaires et les recrutements armés. Dans ces camps, la population vit dans une situation de dépendance, de frustration et d'enfermement depuis parfois plusieurs générations. Et ce terreau devient un espace de recrutement et de radicalisation. Une très grande majorité des cadres politiques, militaires et diplomates du Polisario y résident ou en sont originaires. Des combattants formés aux tactiques de guérilla au sein du Polisario rejoignent ensuite des groupes terroristes actifs au nord du Mali, comme AQMI ou l'État islamique. Ainsi, les camps de Tindouf deviennent progressivement non seulement une base arrière du Polisario, mais aussi un foyer d'alimentation humaine et logistique pour plusieurs groupes armés du Sahel. À cela s'ajoute une autre réalité. Les trafics d'armes, de carburant, de drogue et de contrebande transitent massivement par les zones sahariennes sous influence du Polisario avant de rejoindre les réseaux criminels sahéliens. Et selon plusieurs analyses sécuritaires régionales, ces circuits profitent directement à des groupes affiliés au JNIM. Mais ce qui inquiète encore davantage certains services de renseignement, ce sont les échanges de combattants entre les structures du Polisario et certains groupes terroristes opérant dans le nord du Mali. Des individus issus du Polisario ont rejoint des groupes armés sahéliens et ont même mené des offensives contre les armées locales. Le Polisario, le JNIM, certains groupes alliés du nord du Mali et différents réseaux criminels évoluent désormais dans un espace interconnecté où les trafics se croisent, les combattants circulent, les financements se mélangent et les agendas politiques se superposent. Derrière les slogans idéologiques, les revendications communautaires ou les discours religieux, se cachent souvent des intérêts stratégiques beaucoup plus vastes. L'Algérie, en cherchant à maintenir son influence régionale face au Maroc et à contrôler les équilibres du Sahara et du Sahel, est accusée par Bamako et par plusieurs analystes de jouer un rôle ambigu dans cette crise. Le Maroc, de son côté, considère depuis longtemps que le Polisario n'est pas seulement un mouvement séparatiste, mais un instrument géopolitique utilisé contre ses intérêts stratégiques.